J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme. Comme je vous le disais, je voulais faire un petit live sur ce PSG Chelsea. Je vous avais prévenu, je savais pas quand ça tomberait. Il y avait un petit peu de boulot avec le point. Il y a eu la remise du trophée qui s'est fait un petit peu de manière tardive. Et puis finalement, c'est vrai qu'on a eu un match, alors à sens unique. On pouvait peut-être s'attendre à ce que ce soit le PSG parce qu'ils ont été très bons contre le Real. Leur ont laissé aucune chance. Contre le Bayern, ça a déroulé. Contre l'Atlético, pareil. Et au final, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça peut donner contre ce Chelsea qui a fait un parcours, ma foi, intéressant, mais qui a peut-être eu moins d'adversité. Finalement, Chelsea avait peut-être plus de fraîcheur, mais au-delà de ça, aussi a tout simplement été meilleur. Je pense qu'il y a une donnée physique de fatigue, d'usure. Je pense qu'il y a le tweet de DataFoot qui est assez éloquent. Je voulais sélectionner avec DataFoot qui nous dit je vois que ça parle pas mal de ça, donc voici le temps de jeu des titulaires ce soir sur toute la saison. Paris Saint-Germain, 49 018 minutes. Chelsea, 40 584 minutes, donc en différence, ça fait 94 matchs entre les deux équipes. Ceci peut expliquer cela, que Paris ait peut-être eu un petit coup de mou après, ça suffit pour battre le Real. Par contre, Chelsea qui a montré bien plus de choses dans le pressing, dans l'activité, dans l'intensité et puis tout simplement dans le jeu, ça a suffi pour battre ce PSG qui était privé quand même d'un joueur majeur, Pacho. Ça, tu te rends compte que défensivement, on le savait, hein, que Beraldo, c'était voilà un remplaçant qui pouvait faire le job de temps en temps, mais c'est pas un mec qui est amené à remplacer un Pacho qui était le meilleur défenseur central de la saison. Donc dans ce sens, le recrutement de Zabarni va faire du bien. D'ailleurs, je sais pas si c'est une hot take, mais quand on voit que João Pedro a été recruté par Chelsea au cours de la compétition, qu'il a fait et le quart et la demi où il a été très très bon contre Fluminense, le club où il est passé, il a marqué un doublé, et là contre le PSG où il a été tout aussi performant avec ce deuxième but qui est absolument génial, où il y a l'appel de Palmer. Alors Palmer, balle au pied, se fait le but à peu près tout seul, mais l'appel de João Pedro qui lui ouvre ce décalage, et ensuite l'espèce de double feinte et la frappe à ras de terre qui est un peu un copier-coller du premier. J'ai adoré ce but, et puis João Pedro qui marque ce troisième. Je vous le disais, c'est vrai que Chelsea a recruté João Pedro en cours de compétition, c'est-à-dire que voilà, coup de géant des clubs, t'autorises des joueurs à venir, à repartir. Est-ce qu'il n'y a pas un petit regret de pas avoir fait Zabarni, tu vois? Après, bon, c'est avec des si on refait le monde. C'est pas pareil d'être neuf et défenseur central quand t'es une recrue. C'est vrai. Après, João Pedro, je pense qu'il s'est très bien adapté à cette équipe parce que il connaît la première ligue. Il y a des joueurs, voilà, c'est un habitué, même au niveau de la langue, tu vois. T'as du Pedro Neto qui est pas loin. Enfin, ça se comprend au niveau linguistique. Euh, mais c'est vrai que pour Zabarni, tu te dis, tiens, s'il avait débarqué plus tôt, est-ce que ça aurait donné ça aussi? Puis ça aurait permis d'intégrer Zabarni. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de monde. Là, on tombe un petit peu dans le. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même, je vais pas dire soulagés, mais pour la hate watch du PSG ce soir, il y en a beaucoup qui se sont régalés. Après, il faut. Voilà. On peut mettre pas mal de choses dans la balance en mode oui, c'est une équipe. Comment dire, qui nous a impressionné en Ligue des Champions. Là, contre Chelsea, ils sont passés à côté. On va pas dire que voilà, le PSG, on va les rabaisser. Non, non. Le principal, c'était évidemment avec des champions. On va le rappeler, c'était ça qui était capital. La Coupe du Monde des clubs, c'était un gros bonus. Ils sont arrivés en finale en montrant encore une fois des choses incroyables contre l'Atlético, le Bayern, le Real. Et là, ils sont tombés sur une équipe qui était bien meilleure à l'instant T. Tu nuances sur Chelsea quand on revoit leur parcours. C'est vrai que le PSG a un parcours plus difficile. Après, c'est un Chelsea qu'on n'annonçait pas forcément dans les favoris de la compète. Je pense que si tu prenais vraiment le roster, ceux qui étaient sur les starting blocks au départ, tu te disais, bon, il y a City, il y a forcément le Real, il y a le Bayern, il y a peut-être l'Inter un peu revanchard et le PSG. Je pense que Chelsea était 6e, 7e, un petit peu en outsider, mais ils ont extrêmement bien su saisir cette opportunité, ils ont été sérieux, et puis en fait tu te rends compte que ce qui les a grandement arrangés, c'est Al Hilal qui tape City, et du coup le 8e ça aurait dû être, enfin le quart ça aurait dû être City-Chelsea, et là si tu avais un Chelsea-City, pas simple à dire, ça aurait été, tu vois, un peu plus relevé, mais au final ils ont su profiter de leur tableau, et voilà, c'est aussi ça un mérite, hein, c'est en position de favori, c'est très très bien de le faire. En tant que supporter parisien, cette compétition, je l'ai considérée comme une compétition en bois dès le départ. Je pense que tu peux le considérer tel quel. Euh, je pense quand même que quand t'es Luis Enrique, ce staff, tu dis t'as remporté tous les trophées possibles.
conclure cette saison par la première Coupe du Monde, format 32 équipes. Tu vois, il y a ce petit truc un petit peu d'orgueil. Et d'ailleurs, on l'a vu sur tous les matchs. Et juste la dernière étape, il a manqué, voilà, cette fraîcheur. Et puis, réussir à contrecarrer ce très très bon pressing développé par Maresca. Ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens s'étaient dit, bon, comment ça va se passer. J'ai même en souvenir un tweet de Chelsea France qui était en mode hyper stressé devant le match à venir du PSG. Mais Maresca a très bien préparé sa copie. Comment faire face à ce PSG version Luis Enrique au-delà, peut-être d'un contexte un peu favorable au niveau de la fraîcheur physique, c'est que tu dis que finalement, si tu arrives à mettre un très bon pressing en place, et tu as les joueurs pour le faire, avec Caicedo qui est un monstre absolu, qui est vraiment un des meilleurs milieux de terrain dans son registre. C'est vrai que ce joueur, à part on va dire les 6 premiers mois d'adaptation à Chelsea, depuis c'est quand même vraiment du lourd. Il a été quand même recruté pour 120 millions d'euros, mais tu sais pourquoi tu mets ce prix-là. Et en vrai, je préfère qu'un gros club mette 120 millions d'euros sur un crack, un phénomène, que 40 sur 3 joueurs très bons, mais qui vont pas te faire passer ce gap, ce changement de dimension. Et avec Caicedo, tu l'as. T'as aussi Enzo qui est très très bon. Rhys James, vraiment ce Chelsea-là a montré beaucoup de choses. Alors, Yamlik, Chelsea a joué autant de matchs que Paris cette saison. Fraîcheur physique, c'est pas vraiment une excuse. Alors, on a vu tout à l'heure avec l'explication de DataFoot, t'as quand même 9000 minutes d'écart entre les titulaires de Chelsea et ceux du PSG. Tu vois, c'est quand même une donnée à prendre en compte. Après, on le dit, je pense que Paris est arrivé cramé, que c'était le match de trop. Mais dans l'autre sens, on peut aussi féliciter Chelsea. Je le dis, franchement, le match était très très bon. Honnêtement, il était fort. Et oui, j'ai vu ton tweet, Nueve. On a commencé à parler de Caicedo, de Joao Pedro. D'ailleurs, je vois le message de Celos qui dit Joao Pedro, je suis tombé amoureux de match. Moi, j'aimais beaucoup Joao Pedro à Brighton. Et comme je l'ai dit en réponse à un gars sur Twitter, quand le PSG se cherchait un neuf après les échecs Kolo Muani et voilà, la semi-déception Gonzalo Ramos, et avant qu'Ousmane Dembélé ne soit mis à ce poste de numéro 9 et le pressing, moi je me disais que en fait avoir un 9 compatible Lucho au PSG, c'est pas évident, tu vois, sur le mercato, trouver ce gars-là qui va te faire cette différence et rentrer totalement dans le moule, c'est pas évident à trouver. Ils sont rares les candidats. Et s'ils sont pas inatteignables comme Isaac, franchement, bon courage pour les trouver. Et moi, j'estimais que Joao Pedro, il aurait été parfait dans ce rôle-là. Franchement, c'est un attaquant 9,5 qui sait faire tellement de bonnes choses. Le seul bémol, c'est qu'il était tant blessé, mais quand il est à 100%, franchement, c'est un super joueur. Et quand j'ai vu Chelsea le recruter, j'ai eu beaucoup de gens, tu vois, dire ils prennent encore un joueur. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont un effectif pléthorique, ils achètent beaucoup de monde. Mais là, pour le coup, Joao Pedro, c'est ce que je vous ai dit pour Caicedo. Joao Pedro a coûté un certain prix, mais je préfère qu'ils mettent ce prix-là que acheter 2-3 mecs, je vais pas dire mid, mais un peu moins dingo. Et Joao Pedro, très très fort. Très très fort. Il a intégré l'équipe en cours de compétition et t'as l'impression qu'il est là depuis très longtemps. Et je vous redis, j'adore l'attitude qu'il a eue sur le deuxième but de Palmer parce qu'il fait l'appel en se disant tiens, si ça peut libérer un espace, c'est top. Et le troisième but, la finition, petit piqué, c'est très très bien. Non, franchement, c'est tout ce qu'il faut quoi. À la fois, ils ont 2-11, mais ils ont fait tourner en Conference League. Oui, c'est ça. De toute façon, la Conference League, quand ils y étaient, la première partie de saison de mémoire, il y avait genre Palmer et Caicedo qui n'étaient pas inscrits. Donc vraiment, ils ont été récupérés assez tôt du côté de Chelsea. Ils ont été bien préservés pour la Première Ligue. Et même, j'ai vu certains dire, c'est vrai que la Première Ligue, on est tous d'accord pour dire que c'est le championnat le plus intense et qu'on ne peut pas comparer la Première Ligue à la Ligue 1. Oui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'APL, c'est un truc à part. Mais par contre, s'il y a un truc que tu peux pas enlever à la Ligue 1, c'est l'intensité. C'est quand même un championnat où écouter tous les discours, les conférences de presse des coachs, c'est un championnat où tu te donnes. Après, c'est un championnat où tu manques peut-être de qualité technique, de crack plus mature. Tu as des cracks, des jeunes joueurs, mais c'est un championnat où tu vois, tu as peut-être cette petite lacune technique par rapport à la PL, où là, quand les mecs arrivent dans la zone de vérité, c'est très fort. Mais tu peux pas reprocher à la Ligue 1 son intensité. Je pense que ça prépare bien quand même le PSG à pas mal de matchs, parce que moi franchement, il y a des équipes, quand elles te rentrent dedans, bon courage, hein. Honnêtement, regardez Strasbourg cette saison, je peux pas dire que c'est une équipe qui te met pas d'intensité. D'ailleurs, ils les battent à la Méno. T'as le Nice de Francaise, quand ils veulent, tu vois, mettre le curseur plus, ils y arrivent aussi. Donc non, en fait, je vois beaucoup d'arguments, tout ça. Bon, après, il y a eu beaucoup de débats qui sont apparus
sur la place de ce PSG dans l'histoire du foot, j'ai vu énormément, vous savez, de 11 où on compare le PSG 2025 avec le Barça 2011, à la Juve 2015, au Real 2022, à l'AC Milan, tout ça. Moi, je vous dis mon avis, c'est une équipe qui a fait une saison marquante, mais pour rentrer dans l'histoire du foot, il faut remporter davantage la Ligue des Champions. Être une très bonne équipe d'une saison et après ne pas faire le truc qui va te faire passer dans la postérité en mode t'as fait un cycle, ça arrivait à pas mal d'équipes. Je pense en premier lieu à l'Inter de Mourinho. L'Inter de Mourinho, quand tu vois le niveau affiché en 2009-2010, c'est une équipe. Si tous les mecs avaient gardé ce truc-là pendant 2-3 ans, qu'ils avaient pris quelques LDC, là pour moi on aurait pu les mettre à un niveau en termes de tactique, d'état d'esprit et de joueurs clés. Là on aurait pu les mettre. C'est exactement ça, ça a confirmé sur la saison à venir. Si on prend une deuxième LDC sur les 4 prochaines saisons, tu rentres dans le cercle. Après, c'est pas évident parce que combien de LDC tu dois prendre pour rentrer vraiment dans cette espèce de panthéon du foot. Parce que le Barça de Guardiola, ils en prennent que 2, mais c'est une équipe qui te marque tellement. Après, à voir s'ils en prennent une dès l'an prochain et qu'ils font le même truc, en termes de jeu, tout ça, je pense que ça pourrait être dans le débat. Mais pour moi, il faut qu'ils en prennent 2-3, tu vois. Pour moi, il y a aussi le côté, si Paris sort en 8ème, ça casse un truc. Ah, ça va. Ça peut être ça. Bon, mais après, le PSG, quoi qu'il arrive, sera une équipe très très compliquée. Et là, pour moi, le taf de Campos, au-delà de Zabarni, ça va être de pouvoir étoffer ce banc de touche. Parce que on a pu le voir, la différence avec Chelsea ce soir, c'est que les remplaçants, tout ça, bah, tu vois, t'as un petit déficit. T'as un petit déficit où t'as des mecs, quand ils entrent, ils sont pas d'un même calibre que ceux de Chelsea. Donc faut aller me prendre du Zabarni. Moi je le redis, s'il y a du Akliouche, je trouve ça très très bien. Il faut un milieu de terrain supplémentaire. Il faut des doublures à Hakimi ou dans une moindre mesure à Nuno Mendes. Donc là ça va être vraiment intéressant de voir comment le PSG va étoffer son mantouche. Voilà, exactement. Quand tu fais sortir Joao Pedro pour Delap et t'arrives Delap 1m90 Golgoth qui va te bousculer. Oui, c'est sûr que Chelsea, c'est une équipe un peu extrême quand tu prends cet exemple-là, mais reprenez des bancs de première ligue, prenez le banc de City, où tu pouvais avoir du Savigno, du Cherki de temps en temps, du Foden, du Rodri, tu vois, ça c'est quand même assez XXL quoi. Mais tu prends Zabarni, Kaoulou, Akiouche, Guimarães. Honnêtement, je pense que tout le monde signe pour ça. Guimarães, j'ai l'impression que c'est un peu le joueur qu'on annonce à Paris depuis pas mal de temps, que c'est pas forcément jouable financièrement avant de trouver un truc avec Newcastle et le convaincre. Par contre, Zabarni, Kaoulou, Akiouche, ouais, je suis plutôt fan de la formule pour aller dans cette idée de renforcer le banc de touche. Ça, c'est pas mal du tout, quoi. Le PSG doit acheter Tonali. En fait, le souci, c'est que Newcastle est en Ligue des Champions et niveau des prix, quand tu vois Isaac, quand tu vois Tonali, Guimarães, je sais pas dans quelle mesure. Après, tu vois, c'est vrai que Newcastle, ils viennent de lâcher 65 millions sur Elanga, quoi. Donc les mecs, ils sont prêts, tu vois, à jouer dans la cour des grands, quoi. Les mecs, c'est plus des petits, quoi. Mais oui, tu le disais, Nouévé, parlons du meilleur français sur le terrain, Malo Gusto. Écoute, dans cette Coupe du Monde des clubs, chacun va prendre ce qu'il cherche un petit peu, des satisfactions, des conclusions, peut-être aussi totalement passer à côté en mode c'est peut-être pas quelque chose qui va compter dans l'histoire récente des clubs et sur la suite. Mais par contre, pour Malo Gusto, je pense que ça peut lancer quelque chose de grand avec lui à Chelsea, parce qu'il a déjà fait des bons matchs, mais sur une période, on va dire, un peu plus longue, ou même une compétition phare comme ça, compétition phare, un moment précis où il fallait qu'il se montre. Maresca lui a fait confiance et franchement il lui a bien rendu, et même ça va de pair à ce qu'on a vu de lui en équipe de France, son très bon match contre l'Allemagne en Ligue des Nations. Donc écoute, Malo Gusto depuis ses débuts à Chelsea, on sait que c'est un super joueur, c'est quelqu'un qui malheureusement a eu des petits pépins physiques, qui devait aussi prendre en maturité, en concentration. Ce qui est bien avec Malo Gusto, c'est sa formation. Malo Gusto, c'est un joueur qui a été formé au milieu de terrain. Du coup, en tant que latéral, il y a une certaine vision de jeu et comprend des choses assez vite, et ça c'est un vrai atout pour lui. Donc je me dis que ouais, ça peut être vraiment un joueur hyper intéressant et pour Chelsea et pour l'équipe de France. Après moi je suis satisfait de Koundé, comme je l'ai dit,
Je dis pas ça par rapport à un prisme bordelais, mais je trouve que Koundé a bien grandi, qu'il a apporté cette sérénité défensive et aussi cet apport un peu plus dans le camp adverse, surtout avec le Barça. Avec les Bleus, il le fait pas encore trop. Gusto, là tu sais que tu as la version offensive qui peut faire bien des différences. Et bah, il joue très bien le coup sur le premier but de Palmer, et ça a suffi à faire, la différence, quoi. Mais non, franchement, cette équipe de Chelsea, écoutez, ils sont présents dans les grands rendez-vous. Et quand je parle de grands rendez-vous, c'est les finales. Voilà, Conference League. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a regardé leur parcours contre le Legia Varsovie, contre le FC Noah, contre Heidenheim, contre le Panathinaikos, contre Djurgårdens. Vous savez là que je suis en train de flex parce que je suis en train de me souvenir du parcours de Chelsea en Conference League. Il n'y a pas tout le monde qui peut sortir autant d'équipes. Et là, bah, tout le monde peut-être a branché sa télé lors du match contre le Betis, parce que c'est vrai que Betis, Chelsea, bah, je dis pas que c'est sexy, mais t'as le Betis de Disco qui est en finale, avec un Anthony qui marche sur l'eau. Tu te dis que t'as peut-être un grand moment pour cette équipe. Et bah, finalement, Chelsea, c'est un peu comme ce soir. Chelsea, c'est les grands méchants. C'est ceux qui sont là pour gâcher les fêtes, des beaux moments. La première Coupe d'Europe de Betis, hop, on met une croix dessus. Il y a aussi le match contre le PSG ce soir. Hop, le PSG champion du monde. Non, vous l'aurez pas votre badge durant 4 ans. C'est pour nous. Ça refroidit à l'image de Palmer. Bah, c'est vrai que ça, c'est le mérite des grandes équipes. C'est que même quand il y a des cycles difficiles, ça prend des trophées. Chelsea, ils ont eu 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans avec l'enchaînement Potter, retour de Lampard qui était abominable, Pochettino, ça marchait bien, mais c'était un peu mid quand même, c'était pas ouf. Et là, tu vois, première année de Maresca, première partie de saison super intéressante, petite chute en janvier-février où l'équipe elle a régressé, j'avais pas compris. Et là ils sont revenus un peu bien, ils sont revenus très bien même dans le sprint final avec aussi la qualif en PL, en LDC pardon, et la Conference League et la Coupe du Monde des clubs. Ils arrivent, ils la prennent, et c'est vrai qu'il y a une petite aura avec cette équipe. C'est que souvent dans les finales, tu vois, ils arrivent à prendre le truc à leur compte. Et moi j'ai hâte de retrouver, c'est vrai que c'est les soirées de... On parle beaucoup parce que c'est un stade et surtout une équipe qui a peut-être plus d'histoire. Je parle d'histoire, vraiment une longue histoire, Liverpool Anfield. Mais moi, pour je vais pas dire ma génération, mais quand t'es un mec qui est né dans les années 90 et que t'étais ado, tu sais que Stamford Bridge, soirée de Ligue des Champions, mardi, mercredi soir, ça représentait quelque chose. Justement, le 4-4 contre Liverpool, la frappe de Michael Essien contre le Barça. Dans le sens inverse, le but d'Iniesta qui est incroyable. T'as eu des matchs qui étaient fous, hein, le Chelsea-Naples, le Chelsea-Benfica, le triplé de Benzema, pour parler d'un truc plus récent. C'est vrai que Stamford Bridge, c'est un stade qui, pour moi, respire aussi la LDC. Je suis content de le retrouver l'an prochain. Et puis surtout, ce projet de Chelsea avec Boli, avec Bluco, c'est parti dans tous les sens. Ils ont beaucoup dépensé, ils ont aussi bien vendu, mais on se disait, bon, est-ce que l'effectif était pas un peu trop n'importe nawak? Ouais, le seul truc, autant les titulaires, tout ça, et on va dire le 12e, 13e, 14e homme, ça va, mais c'est plus les jeunes. Il y a plein de joueurs qui ils ont fait le mauvais choix. Les Marc Gouillou, les Cassadei, la Matisse Amogo qui repart en France, qui est prêté à Strasbourg, Kendry Paez qu'on n'a pas vu depuis un bail. Et sans parler de tous les gardiens, on ne sait pas, les Slonina, Penders, les Penders d'ailleurs lui aussi doit débarquer à Strasbourg. Le seul truc, c'est vrai que c'est les jeunes. Attention, mais sinon, sur les gros poissons, les Caicedo, les Enzo Fernandez, les Palmer, ils sont quand même constitués une vraie belle équipe. Et je vais vous dire, il manquait quoi finalement? Quand on parlait de Chelsea au global, les regrets, enfin les petits doutes, c'était le numéro 9, parce que Jackson, qui a eu sa bonne période, mais au final, sur la durée, t'as du mal à être convaincu. Et on a pu voir quand même pas mal de déficits. Ils prennent João Pedro, et là, il y a un truc qui se passe. Et puis, tu as également le gardien de but. Est-ce que finalement, notre ami Robert Sanchez, moi-même, je l'ai beaucoup critiqué, est-ce que Robert Sanchez serait pas le boss, quoi?
Parce que là, la finale qui sort, j'ai pas souvenir d'avoir fait un aussi bon match avec Chelsea. Il y a 2-3 arrêts, notamment celui qui sort sur Dembouz en deuxième période, sur Doué en première période, qui sont d'un sacré niveau. Et le jeu au pied, excellent. Donc écoutez, on parlait d'une rumeur Mike Maignan début de mercato pour le faire venir. Est-ce que Sanchez, finalement, il n'a pas gagné un peu de respect, surtout gagner du temps, en mode, voilà, j'ai sorti cette finale, maintenant respectez-moi un petit peu. Après, ouais, perso, je vois pas être capable d'être incroyable toute une saison. Je peux comprendre les doutes. Moi s'il fallait faire un effort, c'est vrai que j'aurais pris un gardien à voir en fait les premières semaines et surtout Robert Sanchez en Ligue des Champions. Peut-être que ce qui s'est passé là, ça va faire un déclic. Tu sais jamais, hein, peut-être que ça peut tourner en sa faveur, mais si c'est pas le cas, sur la frappe de Gvara, il passe pas loin de la boulette. C'est vrai que tu peux peut-être mettre ça un petit peu dans le doute. Beraldo veut partir. Beraldo a demandé à partir du PSG, il veut avoir une place de titulaire. Le PSG a accepté pour valider le départ. Il attend Zabarni et 30 millions pour l'offre. Écoutez, je pense que c'est logique pour lui parce que tu as la Coupe du Monde 2026, qu'il est plutôt bien placé avec le Brésil. Je pense qu'être titulaire dans un club, ça lui a assuré ça. Après, qui va mettre 30 millions sur Beraldo ? C'est pas évident. Ça sent quand même la PL, cette histoire. Est-ce que ça sentirait pas nos amis de Sunderland ou Com ? Parce que c'est vrai que si tu es un joueur de foot cet été et que tu n'as pas été désiré et par Com et par Sunderland, c'est que t'as un problème d'agent. C'est que l'agent il bosse pas bien. Parce que vraiment les mecs sont sur tous les dossiers. Donc en vrai, attendez-vous à une offre de la part d'un de ces clubs. En vrai, Beraldo, je l'aurais gardé pour la rotation, mais s'il veut partir, tu récupères un chèque, tu prends Zabarni. Après, attention, parce que derrière, t'auras quand même Marquinhos, Zabarni, Pacho. C'est vrai que ça peut être bien. C'est vrai que en vrai, ça fait l'affaire. Parce que c'est vrai que je me disais, Beraldo et tout, finalement, c'est Zabarni qui vient. Et Beraldo, il est reculé dans la hiérarchie. Donc au final, c'est vrai qu'il y a Kipembe aussi. Kipembe qui rejoue juste aux 2-3 matchs d'affilée. Ce serait bien pour lui. L'impression que quand même, c'est physiquement un petit peu mort, quoi. Prenez-le au Girondin. Alors écoute, nous, on est en train de se constituer une équipe. On prend des mecs de Kings League. Et ça veut dire qu'on est bientôt de retour au sommet du foot français. Blague à part, le mec de Kings League, il a l'air plutôt chaud. Il a quand même un beau vécu dans le foot tunisien et en national. Donc on va voir, mais la réalité des Girondins, tu vois, Beraldo, c'est quand même très très loin, quoi. C'est quand même bien loin. Salut Stradré, j'espère que tu vas bien. Je débarque tout juste. Ça parle des gardiens de Chelsea. Pour Maignan, je trouve pas bon en club sur la dernière saison. Et Petrovic, j'ai une explication. C'est un très bon gardien, mais qui brille uniquement quand il est énormément exposé. La seule saison où il sous-performe, c'est là où les PSXG subis sur 80 minutes sont bien inférieurs. Chelsea est bien évidemment au courant de ça. Il ne veut pas le faire jouer tout simplement pour éviter que sa cote ne baisse. Après, Petrovic, là, il a pas mal de courtisans. Hein. Il y a Bournemouth qui était là. Il y avait Sunderland. Moi, je pense que Petrovic, là, il va partir pour une belle somme. Ça va le faire. Après, Maignan, c'est vrai que les dernières saisons, mais on a eu ce débat, hein, mais les dernières saisons de Maignan n'étaient pas dingues, mais je mets en balance le fait que c'est la première fois que vraiment il a une mauvaise période, même si elle dure depuis un moment, et surtout que c'est Milan qui a chuté collectivement et eu son impact. Après, en équipe de France, tu vois, la seule compète qu'il a disputée, c'était l'Euro 2024 en tant que titulaire. Il était parmi les 3 meilleurs joueurs de... Moi, en équipe de France, j'ai rien à reprocher à Maignan, quoi. C'est pas très sexy, Bournemouth-Sunderland. Alors, Bournemouth, quand même, ça a changé. Le Bournemouth d'il y a 4-5 ans, pourquoi pas, mais là, c'est un Bournemouth qui est entraîné par Iraola, qui est un coach super intéressant de PL, et t'as des bons joueurs comme Evanilson, Semenyo, t'as également Kluivert, qui a un très bon niveau. Donc Bournemouth, en vrai, Petrovic, il va là-bas, il sera très très bien. Sunderland, c'est très beau, c'est très fort ce qui est en train de se passer de la part de Kirill Louis-Dreyfus qui investit massivement, qui récupère des joueurs. Bon, juste, je sais pas comment ils vont faire durant la CAN parce que Habib Diarra, Sadiki, Adingra, Renildo, Talbi, attention parce que là ils vont avoir une équipe, ça va être très très chaud. Mais en vrai, Sunderland, tu vois, ils mettent les moyens et tout. Et après, quoi qu'il arrive, t'es en PL. Et même si t'es un promu qui se casse la figure, si tu fais une bonne saison, tu t'auras la bouée de sauvetage et tu seras récupéré par quelqu'un, quoi.
Donc à voir quoi. Scipion, si tu signes à Bordeaux, je floque ton maillot. Bah écoute, avec grand plaisir. On va découvrir d'ailleurs les nouveaux maillots par Hummel. Les Girondins ont changé de sponsor. Après Adidas, on passe chez Hummel, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, après, j'ai toujours dit, hein, un maillot des Girondins, pour le rater, faut le vouloir. De toute façon, c'est du bleu marine, un scapulaire blanc, et voilà. Il n'y a pas non plus 36 000 fantaisies à, à avoir, quoi. Non, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, on va aller voir un petit peu les notes quand même, voir un petit peu ce que ça donne au niveau des stats, tout ça, de l'aperçu des différentes comparaisons. Là, tu as du coup les notes côté Chelsea. Bon, ça c'est SofaScore. Est-ce que je sais pas si l'équipe ils font les notes. Hop, ah bah voilà. Beraldo veut quitter le PSG. Défenseur central demande validée sous condition. Bon, c'est ce que vous disiez. Apparu seulement lors de 4 des 17 matchs de Ligue des Champions. Ouais, ça c'est vrai qu'avec l'émergence de Pacho, bon courage pour tester autre chose. Les questions entourant l'avenir de Marquinhos et l'état de forme de Lucas Hernandez, surtout Kimpembe demeure. Luis Campos, qui avait un temps pris des informations sur le défenseur espagnol du FC Lens, Jarek Gassiorowski, devrait donc se mettre en quête d'un central gaucher de haut niveau. Ah, un central gaucher de haut niveau. Tiens. Je me demande qui ça pourrait être. Est-ce que on n'a pas notre ami Joël Ordonez? Joël Ordonez, est-ce que c'est gaucher ou pas? Défenseur droitier, et le fameux Mosquera de Valence. Ah, bon, il va aller à Arsenal apparemment. Mais est-ce que le PSG pourrait faire une surenchère? C'est droitier aussi. Bon, on va retrouver un gaucher, ça c'est pas évident. Hein. C'est pas évident à dénicher sur le mercato. Un défenseur central gaucher jeune qui rentre après. Est-ce que Sarr, parce que Sarr c'est dommage parce que Sarr il est à Chelsea, mais s'il était encore à être droitier aussi. Il y a Loukeba. C'est vrai. Incapié. C'est vrai qu'Incapié connaît bien Pacho, connaît bien le haut niveau désormais, 23 ans, bon, 50 millions d'euros. Là, je pense que tu lâcherais une très très belle somme pour le convaincre. Après, il arrive peut-être. C'est vrai qu'Incapié, ça aurait quand même une sacrée allure hein, de le prendre. Hein. Honnêtement, ce serait pas mal du tout. Et Lukeba, en vrai, en termes de centrale, Incapié, est-ce que ce serait souhait? Franchement, la saison qu'il fait, comme beaucoup, hein, avec Xabi Alonso en 2023-2024, elle est remarquable. Moi, je pense que c'est 23 ans, tu vois, Incapié, on le connaît depuis un moment, ça reste relativement jeune. Et en vrai, il serait parfait. Mais est-ce que pour avoir un mec qui se rapproche de l'équipe de France, un Lukeba, en plus de mémoire, Leipzig, ils sont pas en Coupe d'Europe l'an prochain. Lukeba serait peut-être un peu moins cher que notre ami Incapié. Pourquoi pas? Il y a un central gauche prometteur. Il y a Cornelius. Écoute, là je sais pas si Benassia, quand il recevait un coup de fil de Campos pour lui, il serait en mode chaud quoi. Bah écoute, remets-toi bien, mon bon Stradri, de ta blessure. Bonne guérison, l'ami. Force à toi et occupe-toi bien durant ce beau mercato, parce que là, on est pleinement lancé. Hein. On commence à regarder un petit peu tout ce qui se passe. Non, dans le 11 de Chelsea, je lui dis, moi, ce que j'ai adoré, évidemment, Gusto, très très fort. Palmer, c'est vrai qu'on n'a même pas discuté de Palmer. Palmer qui a une première partie de saison top, deuxième un peu moins présente. Par contre, il s'est bien réveillé sur les dernières semaines, à l'image de sa top finale contre le Betis. Et honnêtement, ouais, là, les débuts, c'est la grande classe. Là, c'est vraiment le Cole Palmer de la saison 23-24, où il a été clinique. Et vraiment, cette espèce de gestuelle qu'il a, frappe à ras de terre. Et c'est vrai que pour Donnarumma, c'est d'être là où c'est le plus difficile pour lui, c'est se coucher, même s'il a des très bons réflexes. Mais aérien avec sa taille, tu vois, ok. Mais par contre, si c'est très très bien fait, franchement, c'est top. Et ouais, l'assist aussi. C'est vrai que Cole Palmer, là, il a fait une finale qui est dingue. Et vraiment, c'est dur. Non, j'en veux pas à Donnarumma. Ah non, j'en veux pas à Donnarumma. Je dis juste que si tu veux tromper Donnarumma, la gestuelle de Palmer, cette frappe à ras de terre petit filet, elle est parfaite. Elle est très très bien exécutée. Joao Pedro, top. Vraiment, il a été
à un niveau, comme je dis, hein, le mec est arrivé il y a une dizaine de jours, et t'as l'impression qu'il est là depuis 3 ans. Et dans son registre de neuf, il est très très bon. Et c'est vrai que vous le disiez sur évidemment les remplaçants. C'est vrai que côté. T'avais du monde. Et pourtant, bon, c'est vrai que t'as quand même Bradley Barcola, t'as Ramos. Mais c'est peut-être là où tu dis ah, est-ce que si tu dois aller chercher, tu vois. Et ils ont quand même sur le banc des mecs comme Jackson, Lavia, Sarr qui font pas rentrer. 3 gardiens. Et après, remplaçant, t'as André Santos, Liam Delap, Kiernan Dewsbury Hall, Christopher Nkunku. C'est vrai que. Et en blessé, après, t'avais Fofana, que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. C'est vrai que là, la différence, elle a pu se jouer, quoi. Elle a pu se jouer là, quoi. Donc, à voir ce que ça donne, quoi. Ah, les notes de l'équipe, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, on est à 8 Robert Sanchez, ouais, franchement, c'est logique. 8 Gusto, 6 Chaloba, 6 Colwill. Colwill, j'aurais mis un peu plus, j'ai beaucoup aimé son match. Cucurella 5, 7 Rhys James, 7 Caicedo, 9 Palmer, 6 Enzo Fernandez, 6 Neto, 7 Joao Pedro. Ah, je pense que j'aurais mis un bon 8 à Joao Pedro, j'ai adoré son match. Côté PSG, on est à 4 Donnarumma, 5 Hakimi, 4 Marquinhos, 2 Beraldo, 2 Nuno Mendes, 2 João Neves, 3 Vitinha, 3 Fabien Ruiz, 3 Doué, 2 Dembélé, 2 Gvara. C'est un peu historique de voir ça parce que côté PSG, on est tellement sur un nuage depuis un moment. C'est tendu hein, de voir des telles notes. Ça, faut vraiment remonter au moment, à l'automne, quand ils perdaient contre Arsenal, le Bayern, l'Atlético, où il y a eu des failles individuelles. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir ça, mais comme je vous l'ai dit, finalement, j'ai vu aussi beaucoup de Parisiens l'affirmer, et je pense que c'est ça le message à retenir, c'est que c'était un bonus, ils n'ont pas remporté le trophée, il y a quand même du positif à retenir, parce que ça a été très très bon contre le Real, le Bayern, l'Atlético, et juste Chelsea, où c'est passé à la trappe, mais l'essentiel, c'était quand même cette Ligue des Champions, enfin c'est le truc, derrière tu courais, et oui, là, je vous le dis, j'ai vu déjà du trash talk. Ça change. Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendaient ça pour faire une belle hate watch et se libérer, se lâcher. J'ai vu des bonnes vannes. Mais Paris restera quand même vainqueur de la Ligue des Champions. Et voilà, tu auras cette volonté de nouveau prouver ton statut dès la rentrée en septembre. Place désormais aux vacances pour le PSG qui reprend, on le rappelle, je crois de mémoire. Le 5 août, reprise PSG. 4 août. Lundi 4 août pour le PSG, la reprise. En sachant que le PSG Tottenham, ce sera le 13. C'est là où tu te dis que c'est un peu une dinguerie. C'est que tu as 11 jours sur une reprise pour un match officiel, une finale. C'est-à-dire qu'avant, voilà, tu terminais ta saison, puis après tu reprenais, tu faisais 2-3 matchs amicaux, peut-être une petite tournée en Asie. Là, la tournée marketing en Asie, il va falloir être très très bon pour la caler sur 2-3 jours. Et c'est vrai que le premier match de Ligue 1, c'est 14 jours après. Même pas un mois. Non, mais là, t'as 2 semaines de pause, et après tu repars avec 2 semaines... ouais, 3 semaines même. 3 semaines. Et après tu repars au charbon. C'est pas évident, hein. C'est pas évident hein, comme timing, et ils ont besoin de ça comme coupure. Mais voilà, ils repartiront de l'avant. Là, tu vas avoir 3 semaines pour faire ton mercato, pour faire Zabarni. On imagine peut-être un joueur un peu de complément au milieu et en attaque, et peut-être une doublure à Hakimi, enfin un latéral plus. Donc à voir. Mais c'est vrai que là, c'est 3 semaines de pause, ouais. C'est bien 3 semaines de pause. Au niveau calendrier, ça y est les amis, hein, cette saison 2024-2025 est terminée. On est le 14 juillet. Ça a été un long chemin. Hein. Franchement, il faut se souvenir des premiers matchs de la saison. C'était du coup, il y avait le Real contre l'Atalanta en Supercoupe d'Europe. T'avais le PSG qui gagne au Havre 4-1 avec le doublé de Kangin. T'as vraiment le sentiment que c'est un... T'as l'Olympique Lyonnais qui perdait contre le Stade Rennais 3-0. D'ailleurs, attendez, ça c'est toujours rigolo, mais c'est souvent un match que je montre pour montrer à quel point le foot,
Ça peut aller dans tous les sens. C'était les effectifs qui peuvent changer. Regardez, ça c'était les compos qui ont été réalisés en août dernier. On parle de Rennes et de l'OL. Mandanda, fin de contrat. Seydou, les croisés, est encore au club. Ostigard parti. Assignon parti. Wu, toujours là. Matusiwa, il est parti en Championship. Glenn Kamara, il est parti. Où là, il est dans le loft. Bourigeau, il est parti. Grandbeck, il est parti. Gouiri, il est parti. T'as que Blas et Wu et Seydou qui sont là. Côté OL, Perry, il est encore là, à voir pour l'avenir. La ligne défensive, ils sont tous encore là, ça va. Matici est là, Mikotadze. Et ensuite, Benrama, Mangala, Kakré, c'est soit parti, soit Mangala pour revenir des croisés comme Nouama. En vrai, c'est côté OL, ça va. Encore, quoique t'as Mama Baldé sur le banc, Gift Orban également. Mais côté René, c'est là que tu vois à quel point ça a bougé, quoi. Ostigard, de mémoire, il était parti à Offenheim. Et là, du coup, je me demande... là, il est rentré à Rennes. Bon, après, spoil, il va pas rester longtemps. Hein. Ça va bouger. Hein. Le plus légendaire dans cette saison, ça restera les prédits européennes de Braque. Les prédits européennes de Braque, c'était juste des points d'exclamation. Genre, Hendrik, ce Albert Grönbeck m'intrigue. Et attention, Xabi Alonso, c'est fini. Bon, c'est fini à Leverkusen, mais ça repart côté Real. Du coup, Scipion, tu verrais qui en doubleur d'Hakimi? Mais moi, je l'avais dit dans hors-jeu, je verrais un défenseur polyvalent comme Thomas Araujo de Benfica. Moi, c'est celui que j'avais noté pour faire souffler Hakimi. C'est un mec qui me paraît être idéal dans le rôle d'une doublure, avec potentiellement l'idée aussi qu'il puisse jouer en défense centrale, parce que il a aussi été formé là. Donc moi, c'est Thomas Araujo, mon joueur. Thiago Santos, c'est une très belle idée, mais il est comment dire, il revient des croisés, quoi. Donc ça, c'est pas évident. On en pense quoi du coup de cette Coupe du Monde des clubs? Ça, c'est une bonne question. Finalement, on en pense quoi de cette Coupe du Monde des clubs dans ce format-là? Écoute, moi je l'ai dit dès le départ, j'avais pas forcément l'intention de suivre ça à 100%, regarder tous les matchs et tout. Je vous l'ai dit, j'ai trouvé la saison déjà archi longue. Sur enjeu, c'était tendu la dernière fois, je sais pas si. Alors j'ai vu que ça s'était pris encore la tête sur quel heureux hasard, Kylian Mbappé. Et non, j'ai pas vu toute la séquence et tout. Donc il va falloir revenir dans l'émission un petit peu apaiser les esprits, hein, t'inquiète, hein, on va revenir, on va leur parler de 2-3 joueurs un peu hipster, on va leur parler de la reprise de Ligue des Champions avec Malmö qui s'est imposé en Géorgie, avec des affrontements entre clubs de Saint-Marin et des îles Féroé. On va devoir apaiser le vestiaire, quoi. Les poules, c'était atroce, après sympa. Très bonne Coupe du Monde si tu supporter de Chelsea. En fait, je pense que si t'es supporter d'un club concerné, tu suis ça, mais t'es pas non plus à 100%. Après, Chelsea, je pense qu'ils sont très contents. En tant qu'observateur de foot, moi, j'ai aimé découvrir des équipes, des joueurs. Par exemple, le Rios de Fluminense. Très très bon joueur. J'ai aimé voir aussi des surprises. Al Hilal qui tape City, c'est ce qu'on voulait aussi. Flamengo qui bat Chelsea, tu vois, avoir ce petit parfum. Botafogo qui bat le PSG, même si c'était un match un petit peu étrange. Si t'es un supporter d'un club sud-américain, africain, océanien, asiatique et tout, je pense que t'as adoré voir ton équipe se frotter au Graal, enfin au gratin du foot européen. Je pense que c'est un bon format pour se tester et essayer de voir un petit peu ce que ça donne, quoi. À 3h du mat, t'étais debout pour Al Hilal City. Alors, moi j'avais un petit cheat code qui s'appelle décalage horaire, à savoir que j'étais en vacances au Japon et pendant une petite visite, par exemple quand vous aviez un match à 3h du mat, moi le match il était à 10h. Donc autant dire que le Al Hilal City qui a pop et qui était un match de fou furieux, moi j'étais tranquille. Moi honnêtement, je regardais de temps en temps les petites actions entre deux temples, un petit sushi tranquille, un petit ramen et hop on était royal. Et là d'ailleurs c'est quoi, c'était le Halali Porto qui était dingue aussi dans ce sens. Mais ouais, en fait c'est ça. Je suis d'accord avec toi aussi Stradri, c'est le timing de la compète qui est pas bon. Si tu l'avais mis à un moment
ou si t'arrivais, tu vois, à décaler peut-être, si tu faisais ça en tournoi de pré-saison, en août, que tu décalais la reprise des clubs et tout, ah, peut-être que ça aurait du sens. Là, pour le coup, t'arrives après une saison qui a déjà été très longue. Et pourtant, tu vois, t'as pas d'Euro, t'as pas de Coupe du Monde. Mais là, tu vois, la saison, je trouve qu'on l'a bien senti avec la réforme de la LDC. T'as eu encore eu de la Ligue des Nations, tout ça. C'est vrai que tu sens un certain poids de l'usure et repartir de l'avant et se chauffer pour voir un Ulsan Dortmund. Enfin, faut vraiment être un fou de la FIFA, un passionné acharné. Et même moi, qui adore regarder du foot, qui adore découvrir, je préférais voir un tour préliminaire de LDC ou faire un petit peu de, je vais pas dire de scouting, mais observer 2-3 joueurs que je connais pas dans des championnats exotiques que regarder des matchs de Coupe du Monde des clubs. J'avoue que là, c'était peut-être un petit peu trop quoi. Après, c'est tous les 4 ans, je trouve que les gens sont durs dans leurs critiques. Oui, oui, mais je pense que c'est l'aspect de nouveauté. Et tu sais, t'es toujours un petit peu intrigué. C'est comme la VAR, c'est comme la réforme de la LDC. T'étais dubitatif avant, là je pense que t'auras pas convaincu tout le monde. Là pour le coup, de toute façon maintenant c'est parti, hein. Tous les 4 ans, c'est la FIFA. Qu'est-ce que tu veux dire contre la FIFA? Tu vas pas leur faire machine arrière. Et c'est pareil, on a relancé le débat avec le tweet de Koundé qui disait on est le 4 juillet, dinguerie, il y a des mecs qui sont pas encore en vacances quoi. Oui, moi je suis d'accord pour dire que les joueurs jouent trop, mais à quel moment ils se plaignent? Il n'y a aucun joueur, à part Koundé qui fait des tweets, ou Tony Kroos qui fait des appels, ou Raphaël Varane, il n'y a aucun mouvement pour se soulever et dire bon bah faut faire quelque chose. Et quand on dit faire quelque chose, vous le savez comme moi, c'est-à-dire bah peut-être revoir les salaires, parce que ce genre de compète, ça permet de dégager des revenus et bah de pouvoir payer les salaires qui sont de plus en plus colossaux. Est-ce que les joueurs, est-ce que les joueurs finalement ils se plaignent de jouer autant de matchs? Il y en a quelques-uns, mais est-ce que c'est, il n'y a pas une sorte de majorité silencieuse qui se dit on joue beaucoup, mais c'est notre passion. On est quand même footballeur professionnel, c'est un kiff ultime. On est envié par je ne sais combien de personnes. Est-ce qu'on n'a pas quand même la belle vie et on a des beaux salaires? Alors ouais, on peut peut-être se permettre de jouer 5-10 matchs de plus. Peut-être. Moi, en tant qu'observateur, là où je mets un bémol, c'est que c'est vrai qu'il y a trop de matchs et je préférais quand même avoir des équipes qui sont à 100% lors des matchs clés. Et là, pour le coup, c'est peut-être au coach à faire plus de rotation, à aller chercher un peu plus de jeunes pour permettre d'économiser des titulaires. Mais les joueurs, pour moi, sont leurs propres bourreaux et j'ai l'impression qu'ils ont pas envie, peut-être, de toucher à ça, quoi. Je J'ai pas l'impression que tu vois que ce soit un combat qu'ils ont envie de mener. Il y a quelques années, quand bah, il y a eu la sortie du Covid et que vous savez que Bruno Fernandes, il avait fait vraiment un an où il avait fait 80 matchs. Là, tout le monde s'était dit, mais c'est quoi ce truc de malade? Un rythme NBA, personne ne tire. Là, il y avait, tu vois, ça avait commencé à bouger au niveau des syndicats, de la FIFPro, l'UNFP. Il y avait un truc où c'était quand même un petit peu en cours. Mais là, depuis, j'ai l'impression que ça a disparu. Tu vois, j'ai l'impression que finalement, tout le monde s'est accommodé de ça dans le foot, et qu'à part un Koundé, que je vous ai dit, un Varane qui va faire un petit message, il y a personne qui a envie d'aller taper sur la FIFA, sur l'UEFA, de prendre le problème par le corps, de se dire bah tiens, il faut qu'on le fasse quoi. Euh, le pire, ce sera l'année prochaine le passage à 48 équipes en termes de qualité de jeu à Coupe du Monde 26. Bah, qualité de jeu, oui, oui, c'est sûr que il y a des équipes qui vont pas nous offrir un grand spectacle, mais c'est vrai que cette Coupe du Monde a autant d'équipes, ça profite à des sélections comme la Jordanie, comme l'Ouzbékistan. Moi, je suis pour, de toute façon, moi, je suis pour un euro à 16 équipes. Je suis pour une Coupe du Monde à 32. C'est pas que je veux être élitiste et que je veux rester dans mon cercle. Mais pour moi, tu vois, ça représente quand même un certain gratin. Et après, tu vois, même l'euro à 24, finalement, t'élimines que 8 équipes après la phase de groupe. Faut vraiment un truc où t'as un groupe de la mort, type, bah, Croatie, c'est ce qui leur est arrivé. Vas-y, ça, c'est chaud. Ils sont tellement neutres dans la vie que ça leur viendrait pas l'idée de se regrouper pour protester contre quelque chose. Ils sont formatés à avoir un discours lisse. Bah, tu sais qu'il y a pas. Il y a des joueurs qui sont formatés à avoir un discours, on peut le dire langue de bois, mais il y en a qui ont quand même, tu vois, des sorties, des prises de position. On en voit aussi des mecs qui sortent des sentiers battus, qui n'ont pas forcément fait de centre de formation et qui arrivent un petit peu sans tout ce côté communication. Donc, je me dis, il y aura des mecs quand même, tu vois, pour protester, mais
s'ils sont 10 et que tu as 15 000 joueurs pro, bah, ça sert à pas grand-chose, quoi. Enfin, honnêtement, c'est nager à contresens. À Mbappé, par exemple, il a ouvert sa bouche. Bah, Mbappé, il a fait sa déclat, et là, pour le coup, je l'ai trouvé très bon. C'est qu'il a dit pas de Coupe du Monde tous les 2 ans. Souvenez-vous, il y avait une proposition, je sais plus si c'était Infantino ou Wenger qui avait dit pourquoi pas une Coupe du Monde tous les 2 ans. Là, pour le coup, c'est pareil, hein, Coupe du Monde à 32 et Coupe du Monde tous les 4 ans. Tu vois, pour garder ce truc un petit peu mythique de se dire, tu sais que tous les 4 ans, t'as ça. Et c'est vraiment pendant un mois un rendez-vous assez iconique, quoi. Le Jordanie-Ouzbékistan, c'est le Pipe Nico. Bah écoute, avec tout ce qui se passe, hein, c'est le duel Altamari-Kuzanov. On a hâte, on a hâte de voir ce que ça donne. Ah oui, c'est vrai qu'il y a autre chose à évoquer avec tout ce qu'on a pu voir de cette Coupe du Monde, au-delà du plateau, de la qualité, c'est les conditions climatiques et les nombreux reports. Est-ce que pour la Coupe du Monde version sélection, on aura aussi tout ce qu'on a eu avec les chaleurs accablantes, avec les alertes tornades, les pluies torrentielles, avec tout ce côté, dès que tu as un éclair à 16 km à l'approche du stade, on arrête tout pendant 30 minutes et au moindre éclair, on repousse. C'est vrai que là, pour le coup, on pourra avoir un mondial assez perturbé. Je pense que c'était un avant-goût en mode, c'est vrai qu'on aura des matchs assez dingues. Ce ne sera pas les mêmes stades. Non, je pense que pour les stades, attends, quand même les stades, t'en auras quelques-uns. Hein. Genre le stade d'Atlanta, le fameux Mercedes-Benz Stadium, t'en auras quand même quelques-uns, quoi. Hop, stade, Coupe du Monde. Ah, t'en as 16 quand même, tu vois. Vancouver, Kansas City, Toronto. Boston, MetLife Stadium, c'est celui où il y a eu la finale. Miami, Hard Rock Stadium, c'est celui qu'on a vu avec la team de Messi, tout ça. Sophie Stadium aussi. Et tu vois, t'en auras quand même, hein, des stades comme ça. T'auras du coup Azteca, Estadio BBVA et Guadalajara pour le Mexique. Et tu auras côté canadien, Toronto et Vancouver. Ouais, t'en auras quand même, hein, des petits stades à ce niveau-là. Ça prend un peu la place de la Coupe des Confédérations sur le côté test avant la CDMPI. C'est absolument ça. C'est absolument ça. Je pense que ça remplace la Coupe des Confédérations comme grande répétition pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Ou à les distances. C'est vrai que entre Vancouver, Miami et Boston, Guadalajara, c'est quand même une Coupe du Monde quasiment sur un continent. Hein. Parce que je pense que vous êtes des mecs calés des personnes calées en géographie. Mais là, la carte, il y a une échelle quand même. C'est là, tu bouges de plusieurs milliers de kilomètres et tu as 4 heures de décalage horaire. Donc, c'est vrai que tu vas pouvoir un petit peu. Y en a, tu as intérêt à pas trop bouger. Hein. Si tu es dans la zone Boston, New York, Philadelphie, que t'enchaînes, attention. 3 heures de décalage horaire. Là, je vois que j'ai mes pros des US qui sont là pour vérifier. L'accent mexicain de Pipion, attends quand même, tu es devant quelqu'un qui a fait L20 espagnol, on respecte quoi. México, Monterrey et Guadalajara. Voilà, on sait toujours que là, on doit bien prononcer. Mais ouais, à voir ce que ça va donner. Et juste pour terminer, on a parlé de cette Coupe du Monde en répétition générale. On a aussi un petit débat à avoir sur la nervosité des Parisiens. Parce que c'est quand même des scènes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, avec un petit peu cet aspect vénère, Joao Pedro et Luis Enrique avec la petite gifle, le carton rouge de João Neves, même si on a pu voir que notre ami Cucurella a été malin. Voilà, il a provoqué et après il a pris en retour. Et bon, le carton rouge est logique, hein, mais Cucurella a bien provoqué sur la suite. Ouais, non, mais je l'ai dit, le match était très tendu. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi, tu vois, piquant entre les deux équipes. Et même à la fin, tout ça avec Donnarumma, Ruiz. Non, mais j'ai vu beaucoup de nervosité chez l'ensemble des acteurs et des joueurs que t'as pas l'habitude de voir aussi nerveux. Même les coachs, les staffs, tout ça. Donc, j'ai déjà vu des gens dire on se donne rendez-vous en Ligue des Champions s'il y a un PSG de Chelsea et tout. Est-ce qu'on n'assisterait pas à une nouvelle rivalité
inédite du football européen. Et si elle prenait la place de cette fameuse rivalité entre le PSG et le Barça qu'on a depuis plusieurs semaines à coup de oui, vous auriez rien fait en finale contre nous, non mais arrêtez avec votre Yamal, non mais nous on est l'une des meilleures équipes de l'histoire, on éclate le Barça de Milan. Là, au moins, là c'est du concret quoi. Là, t'as deux équipes sur le terrain qui se tapent, un petit peu piquant. Moi, vous savez, en tant que neutre, bah, écoutez, on aime bien voir ça, un petit peu de castagne, tout ça. Ça fait des images assez inédites, quoi. À part pour l'argent, la coupe, elle avait de l'intérêt. Je voyais ça comme des matchs d'intersaison. Je pense qu'il y a des équipes qui l'ont pris au sérieux en mode sportivement, ça peut servir. Bah, tu vois, le Real qui a mis de côté Ancelotti pour faire une Xabi Alonso et qui a payé 10 millions à Liverpool pour faire venir Alexander-Arnold en avance. T'en as d'autres comme City, ça permet d'intégrer les recrues pardon, Cherki, Reinders, Aït-Nouri. Chelsea, t'as la volonté de continuer à provoquer des automatismes et à enclencher ce cycle Maresca qui a commencé l'été dernier et de préparer aussi la fameuse compétition, enfin le fameux retour en LDC, et puis le recrutement de João Pedro qui tombe à point nommé, et puis intégrer même des joueurs comme André Santos qui revient de son très bon prêt à Strasbourg. T'as des équipes, comme je l'ai dit, hors Europe, elles étaient hyper concernées, rien que les supporters de Boca River qui ont mis une ambiance dingue, magnifique. Pour eux, ça comptait énormément. Côté PSG, c'était un peu une euphorie post-LDC, parce que bon, on retiendra cette finale, mais avant, il y a quand même eu de sacrés matchs contre l'Atlético, contre l'Inter Miami, contre le Bayern, contre le Real. C'est juste la dernière marche où ils se sont loupés. Mais après, oui, financièrement, c'est quand même un sacré pactole. T'es sur du 50 à 100 millions de revenus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dirigeants, quand on les a critiqués sur pourquoi vous allez faire ça, genre Dortmund, les mecs, ils étaient hyper, je vais pas dire cyniques, mais réalistes, en mode nous, Dortmund, on prend 50 millions d'euros, évidemment qu'on va s'en servir, évidemment que c'est une opportunité pour nous de récupérer comme ça 50 millions pour faire venir par exemple Job Bellingham, des joueurs comme ça. Donc c'est vrai que pour eux, c'est un apport concret quoi. Je voyais ça comme la coupe Intertoto, les coupes d'intersaison sur FIFA. Tu la joues un peu pour voir les nouvelles recrues et si ça fait le taf face au gros. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce qu'on retiendra. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens. Moi, que je vous l'ai dit, je trouvais que c'était. Après une saison déjà longue, c'était difficile de se replonger dedans quand même. Autant un Euro, une Coupe du Monde, c'est des sélections, c'est une saveur, tu vois. Puis c'est un grand trophée, c'est la réunion de la crème, t'es dedans. Là, même si il y a un mélange de beaucoup de très bonnes équipes, reste un petit peu sur ta fin. Paris aurait eu un vrai parcours. Ouais, non, mais c'est vrai, on le dit, parcours incroyable et ils ont encore montré toute l'étendue de leur talent. Ouais, c'est vrai qu'on a vu que le foot portugais allait mal. C'est vrai que Benfica et Porto passaient à la trappe et ça a été assez difficile pour ces équipes. Benfica qui a été battu par Chelsea, Porto qui passe même pas les poules dans un groupe où c'était le seul européen avec l'Inter Miami, Palmeiras et Al Ahly. Attention. Le football africain, c'est dommage. Non, il y a des équipes qui auraient pu faire bien mieux. Ça c'est clair, comme le Wydad, comme Al Ahly. Je suis d'accord avec vous. Le foot italien, t'es encore une fois sur un Inter qui a pris un coup de massue, un 5-0, et ça pour le coup, ils vont vraiment avoir du mal à s'en remettre. Franchement, j'ai l'impression que ce 5-0 ça allait poursuivre longtemps, et même s'il y a Christian Kivu qui est arrivé, d'ailleurs j'ai une conférence de presse de Kivu où il parle, t'as l'impression qu'il est vénère, qu'il a envie de manger la table, où il dit, qu'est-ce qu'il dit déjà, ouais, les joueurs doivent être prêts à manger de la merde, enfin, on va bosser comme des tarés. Ah ouais, d'accord, là c'est vraiment en mission. Oui, c'est vrai que le Wydad il était avec City et la Juve. C'est vrai que si on les avait vus, peut-être à la place de Al Ahly dans la poule avec Miami, Palmeiras et Porto, peut-être ça aurait donné autre chose. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de bol dans ce contexte. Et la Juve, on attend toujours. Après, la Serie A, c'est quand même un championnat qui reste, je ne vais pas dire majeur, hein, mais quand tu vois
ce qui se passe. Et l'Inter est arrivé 2 fois en finale sur 3 ans, 3 éditions. Ils n'ont pas réussi à conclure. Tu as Atalanta qui a remporté l'Europa League. Tu as Naples qui revient bien. En fait, c'est juste dommage qu'il y ait des équipes qui aient des cycles qui soient très bons, comme le Milan, champion, et que Milan, voilà, ils aient un bel effectif. Finalement, ils terminent 9e, enfin 8e ou 9e, je sais plus. Des fois, il y a des catastrophes industrielles. Je ne me l'explique pas. Je ne sais pas ce qui se passe et c'est assez dommageable. Ouais, assez dommageable. Ouais, l'Inter qui sauve les meubles, c'est vrai. C'est vrai qu'à part l'Inter, la Roma s'est fait sortir tôt en Europa par Bilbao. Ouais. L'Inter, entre l'ambiance du vestiaire, le mercato qui paraît pas flamboyant, la fin de cycle avec l'arrivée de Kivou, ça sent vraiment la saison 4 à venir. Ils auront toujours une ossature avec, tu vois, les joueurs capables de faire la différence. Sommer, Bastoni, Barella, Lautaro. Tant que tu as ces 4-là, plus, tu vois, du Dumfries, tout ça autour, pourquoi pas. Mais attention, attention, parce que je pense que ça a fait une vraie fracture entre Inzaghi, qui négocie son contrat avec les Saoudiens, qui part alors qu'il y a une finale de LDC à jouer. Je pense que ça a forcément joué. J'ai vu les déclarations sur Çalhanoğlu, Mkhitaryan. De toute façon, pour moi, faut faire un vrai changement de cycle. Faut faire dire adieu à Serbie, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Arnautovic. Tu vois, faut vraiment être sur un truc même à la limite Darmian, tout ça. Tu vois, et reconstruire avec de la jeunesse, même laisser de la place. Tu vois, quand je vois que Esposito, qui revient de près, ils veulent déjà le revendre. Moi, je trouve ça dommage. C'est pas... Moi, je l'aurais bien gardé, tu vois. Parce que, tu vois, retour de prêt, il a 23 ans. C'est quand même 23 ans, ça reste jeune, mais c'est quand même pas non plus, tu vois, un mec qui démarre. Tu vois, il a fait 8 buts à Empoli, relégué en Serie A. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre ce gamin 3ème, 4ème dans la rotation? Fais-le maintenant. C'est bon, hein, c'est le moment. Hein. Tu l'as déjà envoyé à Spal, à Venise, à Bâle, à Anderlecht, à Bari, à la Sampdoria. C'est ça le problème du foot italien aussi. C'est que les mecs, ils ont des vrais bons joueurs et ils envoient à droite, à gauche. Non mais regardez, c'est un enfer. Comment tu veux que le gamin il s'intègre et se développe quand il est prêté à ce niveau-là? Et c'est pas que l'Inter qui fait ça. Franchement, ils ont un souci. Et pourtant, l'Italie obtient de très bons résultats en jeunes. Le pire, c'est ça. C'est que les mecs, en U17, U19, Coupe du Monde U20, Euro Espoir, il y a de la jeunesse, il y a des gamins. C'est pas comme si, tu vois, c'était un espèce de creux générationnel où il y avait jamais personne qui se développait, qui sortait. Mais dès qu'il faut les intégrer, et non, il faut d'abord que tu prouves à 2-3 près. Même un Di Marco. Di Marco, c'est ce qui lui est arrivé. Di Marco, il a eu besoin d'avoir je ne sais combien d'opportunités à droite à gauche avant de revenir à l'Inter et de convaincre, quoi. Tu vois, Di Marco, il a fait Ascoli, Empoli, Sion, Parme et Las Vérone. 5 clubs avant de revenir et qu'on se dise ah ok, c'est bon, là tu peux. C'est chaud, c'est chaud. Il y a des jeunes, c'est juste qu'on les voit pas comme chez nous en Ligue 1. C'est-à-dire en Ligue 1, tu vois, un Nathan Gana, même un Ibrahim Mbaye 2008 pour prendre sa dizaine d'entrées en jeu. On le fait en Italie. Et regardez, l'Italie, qui c'est qu'ils ont signé comme attaquant? La Fiorentina a pris Dzeko, 39 ans. Bologne a pris Ciro Immobile, 35 ans. Voilà. Et j'ai rien contre Immobile et Dzeko qui prennent leur contrat et je serais content. En plus, j'aime beaucoup Dzeko, tu vois, style attaquant que j'adore. Mais tu vois, à chaque fois, ils se disent pas, tiens, plutôt que donner un gros contrat à un trentenaire, on va lancer ce petit jeune, quoi. C'est vraiment le problème majeur de l'Italie. Mais le vivier italien, il est en perdition. Comme je te dis, les mecs, ils obtiennent quand même des bons résultats, quoi. En Coupe du Monde U20. Hop, la dernière Coupe du Monde U20. D'ailleurs, tu vois, la Coupe du Monde U20, la prochaine, elle tombe 27 septembre, 19 octobre. Il n'y a pas un mec qui s'est dit qu'il y avait un souci au niveau des dates? Genre, est-ce qu'il n'y aurait pas, au hasard, des matchs de club de Ligue des Champions au milieu? Là, les équipes qu'on va envoyer, je me demande à quoi ça va ressembler. Tu vois, Italie finaliste contre l'Uruguay. Tu vas voir la liste des mecs qui ont été en finale. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient du temps de jeu aujourd'hui. Pourtant, c'était il y a 2 ans, quoi. Casale, tu vois, qu'on parlait. Baldanzi qui est à la Roma.
Pafundi qui est à Udinese, Pidgey qui est à Roma, qui joue un peu, Esposito. Tu vois, dans ces joueurs-là, il y en a pas beaucoup pour moi qui ont eu tant de jeux en club. Et pourtant, tu vois, ils sont finalistes de Coupe du Monde du vin. Donc, c'est là où pour moi, ouais, l'Italie a vraiment ce défaut majeur, c'est qu'ils n'arrivent pas à assumer cette étape. En mode, t'arrives, t'as 18-19 ans, on va te lancer en pro, on va te faire un petit peu avancer dans la hiérarchie. Tant pis s'il y a des matchs où tu passes à travers, parce que c'est les principes aussi d'un jeune, d'être cyclique, d'avoir des hauts des bas. Tout le monde n'est pas Yamal ou Mbappé Monaco ou Haaland Dortmund à fracasser la planète entière. Là, c'est des jeunes, tu vois, ils vont connaître des très bons matchs, des matchs un petit peu plus dans le dur, mais le principe, c'est de les forger en mode, bah tiens, on te donne le temps de jeu. Là, l'Italie a vraiment ce rendez-vous raté, et je suis le premier à le dénoncer, à le regretter, quoi. Ça date Luca Toni à 100 ans. Bah tu vois, Luca Toni, en plus, il avait terminé meilleur buteur du championnat, enfin co-meilleur buteur à 38 ans. Enfin, tu vois, quand tu dis ça, t'as pas forcément envie de le remettre en question, quoi. L'Atlético 2025-2026, t'en penses quoi? Bah, j'ai été déçu de l'Atlético cette saison parce qu'il y avait des grosses promesses. Il y avait un Alvarez qui a été excellent, mais il te manque encore une fois. C'est des trophées. Enfin, ils ont terminé loin en Liga. Ils n'ont pas été aussi à la hauteur en LDC parce que je trouve que le Real était hyper prenable et si Arsenal les a tapés chez eux, Atletico aurait pu le faire, vraiment. Du coup, tu as l'anglais libre, Baena, ok, vrai bon joueur de Liga, donc ça c'est plutôt intéressant. Ruggieri et Musso, et en départ, tu as Vermeuren qui va à Leipzig, Riquelme. Ça pour le Betis, par contre, c'est une vraie bonne pioche. Ça, je trouve que c'est bien. Alors là, Witsel, Aspilicueta, sans club ok, Mandava ok, Renido en Hollande. Alors là, je vous avoue que le Angel Correa qui a signé au Tigres, totalement passé à côté de cette info. Et pourtant, je suis journaliste, je suis très souvent sur Twitter, je regarde beaucoup de trucs d'actu. Et tu vois, comme quoi, c'est encore possible en 2025 d'apprendre des transferts comme ça, sans Fabrizio Romano, sans, tu vois, avoir un poste. Je découvre qu'il a signé au Tigres, donc pourquoi pas, quoi. Écoute. Quand tu vois qu'ils sont obligés, ouais, l'Italie, de naturaliser un joueur correct comme Retegui, ça montre le manque de qualité. Ouais, c'est ça. Même, tu vois, ils ont une hype à un moment donné sur Gnonto, le jeune ailier de Leeds. Gnonto, qui aujourd'hui, où est-ce qu'il est Gnonto, il est toujours il est toujours à Leeds. Et tu vois, genre, c'est très bien Gnonto, hein. Mais bon, on parle quand même d'une hype sur un mec de Leeds qui a joué en Championship. Donc, tu vois, ils sont bien chauffés sur lui, quoi. Donc, ça aussi, c'est le petit défaut de, de l'Italie, ouais. Alors, quand je parle de ce défaut, c'est la squadra Azzurra, quoi. Bah, Griezmann, moi, j'étais persuadé qu'il partait. J'étais persuadé que c'était le last dance. Et finalement, il reste. À voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va pouvoir s'économiser. Là, en plus, il n'y a plus de match de sélection depuis un moment. 34 ans. Je pense qu'il aura un rôle un peu hybride. Après, je pense qu'il a encore pas mal joué, non? Parce que c'est un mec, lui, il est assez peu blessé. Donc, il enchaîne tout. 38 matchs sur 38 en Liga. Tu vois, déjà, ça, à cet âge-là, c'est fort. 5 matchs de Coupe du Roi. 3 CMD Club. 10 de. En fait, Griezmann, il t'a fait une match à 13, 5, 18. Il t'a fait une match à 56 rencontres. Et les deux qu'il a disputé avec les Bleus. C'est-à-dire que s'il avait été encore avec les Bleus, il serait proche des 70. Hein. Lui, c'est vraiment un marathonien. Enfin, il dispute tout ce qu'il peut. Il faut qu'il s'économise un petit peu. Mais j'ai trouvé sa deuxième partie de saison, il était un peu en souffrance. C'est pour ça, physiquement, c'est un mec, il a pu avoir des petites périodes un peu de moins bien, il repartait de l'avant. Là, pour le coup, l'arrêt de l'équipe de France sur la première partie de saison, il était très très bon. Et là, sur la deuxième, je crois qu'il a vraiment ce contre-coup. Avec Zidane après les champs. Moi, j'étais dans un mood persuadé que Griezmann allait revenir et que ça pouvait pas se terminer sur un match de Ligue des Nations et un dernier tour d'honneur contre l'Italie au Parc des Princes avec un petit peu genre ce dernier tour d'adieu, enfin vraiment bizarre. Et au final, quand j'entends et le discours de Deschamps et le discours de Grisou, j'ai du mal à voir la une comme l'équipe pour Zidane, le France-Côte d'Ivoire 2005, il revient. J'ai du mal à croire cette histoire. J'aurais adoré, mais
Je sais pas. Ouais, le F-bref de Griezmann. Non, mais franchement, quand tu vois tout ce que ça peut créer, t'imagines 43 000. Enfin, il a vraiment joué un nombre de matchs avec équipe de France, surtout qu'il a enchaîné plus de 70 matchs avec les Bleus. Enfin, vraiment, c'est un fou furieux. Il a tellement joué le Griezmann. C'est fou, hein. Franchement, les stats, elles sont assez dingues, hein. Il y a des mecs comme ça qui ont été cramés beaucoup plus vite. Bah, on parlait tout à l'heure de mecs qui se plaignaient. Varane, tu vois, il a tout joué de 17 à 30 ans. Et 31 ans, le genou, il répond plus. Et Varane, qui est obligé de mettre sa retraite internationale assez tôt, à même pas 30 ans, et puis d'arrêter derrière Accum, de faire un match de Coupe d'Italie, puis de dire bah, je sens pas finalement. On a des joueurs qui ont été des aliens physiquement. Bah, on parle beaucoup de l'alien dans le jeu, mais Ronaldo et Messi sont aussi le cas pour tenir aussi longtemps. Griezmann fait partie de cette catégorie parce que franchement, il a quand même enchaîné tellement de matchs et c'est assez dingue, ouais. Franchement, c'est fort. Même, tu vois, on parlait de crack tout à l'heure. Wayne Rooney, il a dû s'arrêter assez tôt parce que bah, lui aussi, ça pouvait plus. Alors là, on voit 43 000 minutes pour Griezmann. Rooney en championnat, juste pour comparer, ça donne quoi? Et pourtant, quel joueur c'était, encore une fois. Quel joueur c'était. Ah, tu vois, Rooney, 44 000 minutes. Donc Rooney, il a 1000 minutes de plus que Griezmann. Et lui, ça. Et même, tu vois, tu rajoutes Coupe d'Europe, Angleterre, tout ça. Donc Rooney, après, tu vois, il a continué à jouer en MLS, tout ça, c'était plus tranquille. Mais Rooney, ouais, arrivé cette saison-là, la dernière, c'est vrai qu'il fait son retour à Everton. Mais arrivé là, c'était plus tendu, quoi. T'as un Rooney 2009-2010, 26 buts, 27. Il y a des saisons qu'il a envoyé à United. Ce gars-là, c'était lunaire. C'était tellement fou, quoi. C'est waouh. Pour toi, Rooney était si fort que ça? Ouais. Franchement, s'il y a un truc, tu sais, on parle beaucoup de compilations, de trucs un peu choquants. Regarde juste Rooney Euro 2004. Et tu te dis qu'à l'époque, il avait 19 ans. C'est juste fou. Juste fou ce qui te montre. Vraiment incroyable. Incroyable le mec, ce qu'il pouvait démontrer, même pour ceux. Ouais, mais il a eu son lot de saison moyenne parce qu'en fait, il a reculé aussi. Des fois, il était plus là et tout. Après, bah, United, tu vois, c'était un mec comme CR7 qui prenait les buts. T'avais aussi du Tevez, du Berbatov. Après, t'as eu du Van Persie, t'as eu du Van Nistelrooy. Tu vois, t'as une répartition. Mais dans son registre un peu plus bas que. Enfin, ça a été la meilleure version de Wayne Rooney. C'est un joueur que je place assez haut. Ouais. Franchement, il était assez incroyable, quoi. Ouais, il avait un abattage de fou et un jeu de passe vraiment. Ouais, il compilait beaucoup de choses, quoi. Bah, l'hygiène de vie, oui, quand on voit les vidéos où il était en boîte à Marseille qui fait le signe Joule, tu comprends que bon, il n'y a pas eu le plus sérieux. Et on rappelle que Wayne Rooney est plus jeune que Cristiano Ronaldo. Ça aussi, ça fait partie des curiosités du football. Ouais, exactement. Il est plus jeune que CR7. Il y a un an de. Il y a ouais, quelques mois de différence. C'est top 10 légende de PL. Alors, c'est dur de faire un échelle et tout. Top 10, t'as des mecs à placer dedans. Je sais pas. Faudrait prendre du recul. Ça pourrait faire. En vrai, ça ferait une tier list intéressante ouais. Mais c'est ça en fait. Rooney a été cramé parce que bah il a commencé très tôt à Everton. Bon les amis, je vais m'arrêter là-dessus. On va se rentrer tranquillement, se reposer en ce beau 14 juillet, recharger les batteries. Merci à vous d'avoir suivi ce live débrief. Puis on a parlé un petit peu de mercato, de foot à droite à gauche. C'était super intéressant. Je ne pensais pas parler du vivier italien ou du mercato incroyable de Sunderland. Donc ça fait bien plaisir. En tout cas, reposez-vous bien. Je vous dis à très très vite. Comme d'habitude, les replays sont disponibles sur YouTube, en podcast. On a repris aussi les formats courts sur TikTok, Insta, également les shorts sur YouTube. Donc n'hésitez pas à suivre ça. Je vous dis rendez-vous. Je pense ouais, on fera à chaque fois un live en milieu de semaine pour faire le point sur le mercato. Donc rendez-vous peut-être mercredi, jeudi, histoire de discuter de tout ça. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Profitez bien de votre jour férié, les boss. Salut à tous!